Le côté obscur du gentleman, les acteurs que Robert Redford n'a jamais pu pardonner. Robert Redford a toujours été considéré comme le gentleman d'Hollywood. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mais le temps finit toujours par arracher les façades. À 88 ans, n'ayant plus rien à protéger, il a finalement levé le rideau sur le côté obscur de sa carrière. Il a parlé de ces acteurs qui s'emparaient des plateaux avec leurs égos, de ces stars qui exigeaient que des scénarios entiers soient réécrits uniquement pour les faire paraître plus forts, et de ses collègues qui traitaient réalisateurs, équipes techniques et même partenaires de jeu comme de simples accessoires jetables. Pour la première fois, Redford a nommé les 7 figures qu'il avait le plus détestées, et les raisons invoquées révèlent bien plus sur la pourriture cachée d'Hollywood que n'importe quelle nuit de récompense glamour. Le code de Redford était simple, hérité de son éducation et de sa passion pour l'artisanat, discipline, humilité, et l'histoire d'abord. Toute personne qui violait ce code, que ce soit par l'obsession du marketing, la trahison de l'amitié ou l'arrogance sur le plateau, devenait un ennemi de l'art. Un Tom Cruise, le film condamné dès le départ, l'idolâtrie du contrôle. Lorsque Robert Redford accepta de travailler avec Tom Cruise sur Lion-Fort-Lent, 2007, beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un duo de rêve, Redford, l'aîné d'Hollywood, maître de l'intensité feutrée, et Cruise, la star la plus rentable de sa génération, enfin réunis à l'écran. Mais ce qui aurait dû être une collaboration historique devint l'un des regrets les plus amers de Redford. Dès le premier jour, il sentit que les choses allaient mal tourner. Cruise n'était pas seulement l'acteur principal du film. Il en était aussi le producteur via son studio United Artists fraîchement relancé. Cela signifiait du pouvoir, du vrai pouvoir. Et Redford, qui avait bâti sa carrière de réalisateur sur l'indépendance et l'authenticité, se retrouva soudain face à un partenaire obsédé par le marketing, l'image et le contrôle. Au départ, Redford imaginait Denzel Washington dans le rôle du sénateur Jasper Irving. Mais United Artists imposa Cruise, espérant relancer le studio grâce à une méga star. Cruise arriva non seulement avec ses publicistes et ses conseillers en communication, mais aussi avec une équipe de stratèges politiques présents en permanence sur le plateau pour modeler sa prestation. Redford fut stupéfait. « Attends une seconde, Tom », se souvient-il lui avoir dit, « ce n'est pas comme ça que je veux faire ce film, et certainement pas avec ces gens dans mon champ de vision. » Le choc fut immédiat. Redford voulait une histoire sobre et urgente, une réflexion austère sur l'échec politique pendant la guerre d'Irak. Cruise, au contraire, traitait chaque scène comme une publicité de campagne. Il se concentrait sur les angles de caméra, la lumière, la posture, déterminé à projeter discipline et contrôle. Redford fut stupéfait par cette obsession de l'image. Lors des répétitions, Cruise exigea des stylistes sur place pour que sa silhouette reste nette pendant les dialogues. Il discutait les affiches promotionnelles. Il demandait plusieurs versions de ses plans de réaction jusque dans la durée exacte d'un regard. Redford, qui avait déjà passé 3 jours à répéter une scène muette pour Ordinary People, n'en revenait pas. « Je voulais que la scène montre de la vulnérabilité », expliqua-t-il plus tard. Lui voulait qu'elle montre de la symétrie. L'écart devint insupportable. Pour Redford, raconter une histoire signifiait chercher la vérité. Pour Cruise, c'était une question de contrôle. Les conditions de production empirèrent encore les choses. United Artists imposa un calendrier serré. Le budget était limité. Le scénario constamment retouché, et le plateau devint une cocotte minute. Même Meryl Streep, d'ordinaire la plus professionnelle des partenaires, perdit patience. Un membre de l'équipe se souvient, on en est arrivé à sortir des cartons avec ses répliques écrites dessus. Marie l'a décroché. Elle jouait avec son Blackberry. Bob a explosé. L'ambiance était devenue très tendue. Redford, déjà épuisé par le micromanagement constant de Cruise, vit l'atmosphère s'effondrer. Ce qui devait être un drame politique réfléchi se transforma en négociation quotidienne d'images. À la sortie du film, les critiques furent impitoyables. Lion-Fort-Lent fut qualifié de laborieux et prétentieux, et s'effondra au box-office. Pour Redford, la douleur n'était pas seulement l'échec, c'était de savoir qu'il l'avait pressenti dès le début. Dès le départ, tout était écrit, admille plus tard. Le film avait été confisqué par le marketing, vidé de son âme. Cruise, lui, passa à d'autres blockbusters. Redford, humilié, enterra l'expérience. Ils ne se parlèrent plus jamais. En privé, Redford résuma la situation avec une lucidité brutale, l'un voulait dire quelque chose. L'autre voulait vendre quelque chose. Cela suffisait. De Paul Newman,
la confiance devenue rivalité, la jalousie des Lumières. À des millions de spectateurs, Robert Redford et Paul Newman incarnaient le duo ultime d'Hollywood. Butch Cassidy and the Sundance Kid et The Sting avaient scellé leur partenariat comme l'un des plus aimés de l'histoire du cinéma. Leur alchimie paraissait si naturelle, si fluide que le public était persuadé qu'ils étaient amis pour la vie. Mais derrière la surface de ces classiques se cachait une relation marquée par la tension, la jalousie et des rancunes silencieuses que Redford n'a jamais complètement pardonnées. Lorsque George Roy distribua Butch Cassidy, le studio ne voulait que Newman. Redford, encore relativement inconnu, était perçu comme un pari risqué. C'est Newman lui-même qui insista pour qu'il soit gardé dans le film. Ce geste généreux lança la carrière de Redford. Mais il planta aussi les graines d'un déséquilibre. Newman était la star confirmée, l'icône déjà installée. Redford était l'outsider qui soudain lui volait la moitié de la lumière. Pour Newman, ce fut difficile à digérer. Il admit plus tard avoir été jaloux. « J'aurais préféré jouer Sundance », confessa-t-il. Cette attitude cool, détachée, c'est le rôle le plus facile. Une révélation stupéfiante. Alors qu'il riait à l'écran, Newman s'irritait en silence de l'ascension de Redford. Quand ils se retrouvèrent pour The Sting, la dynamique avait changé. Redford était devenu une star à part entière. Cette fois, c'était lui que le studio voulait avant tout. Redford alla jusqu'à céder une partie de son propre contrat pour que Newman obtienne le cachet qu'il exigeait. Ce geste semblait généreux, mais pour les initiés, il révélait une faille. Newman se sentait éclipsé, tandis que Redford commençait à comprendre que leur amitié ressemblait surtout à une compétition. Les tensions s'accumulèrent. Newman, connu pour sa ponctualité exemplaire, supportait mal les retards chroniques de Redford. Dans ses mémoires, il écrivit sans détour « On ne peut pas compter sur Redford ». De son côté, Redford s'irritait de voir Newman s'immiscer de plus en plus dans les décisions de production. Redford confia plus tard à des proches « Il a cessé d'être mon partenaire de jeu. Il est devenu mon rival ». Redford admirait le talent de Newman, mais détestait son côté joueur. Il avoua un jour que Newman faisait semblant d'être naïf pour obtenir plus que ce qu'il méritait. Pour Redford, c'était une forme de manipulation incompatible avec sa vision de la franchise. Le lien s'était refroidi, usé par les années de jalousie et les heurts créatifs. 3 Dustin Hoffman, une fois ça suffit, le chaos de la méthode. Quand on repense à All the President's Men, 1976, on voit deux géants du cinéma américain, Robert Redford et Dustin Hoffman, côte à côte. Mais derrière ce monument culturel se cachait une tension si vive qu'elle laissa Redford décider à ne plus jamais partager l'écran avec Hoffman. Redford, qui avait acheté les droits du livre et porté le projet à bout de bras, croyait en la discipline, la structure et la précision. Il était un acteur pour metteur en scène, concentré, préparé, méticuleux. Hoffman, au contraire, s'épanouissait dans le chaos. Pur produit de la méthode, il improvisait sans cesse, modifiait ses déplacements en pleine prise et allait jusqu'à se placer dans la lumière de Redford pour dominer le cadre. Le résultat ? Un affrontement quotidien. Les techniciens se souvenaient de Redford se mordant la langue à répétition, trop professionnel pour exploser, mais visiblement au bord de l'implosion. Redford voyait le cinéma comme un sport d'équipe, chacun travaillant à une vision commune. Hoffman croyait que l'authenticité exigeait la spontanéité, même si cela perturbait l'ensemble. Il répétait une scène d'une façon, puis une fois la caméra lancée, la jouait d'une toute autre manière. Une séquence de coups de fil dans la salle de rédaction devint célèbre sur le plateau. Hoffman fit cette prise, chacune avec un rythme, un ton, des répliques improvisées différents. Redford, obligé de réagir à chaque fois, bouillonnait. On essaie de raconter une histoire, souffla Redford au réalisateur Alan J. Pakula, exaspéré. Pas de courir après 1000 petits moments. Pour Redford, cette obsession n'était pas admirable. Elle était perturbatrice. Chaque fois que Hoffman attirait l'attention sur lui, Redford avait le sentiment que l'équilibre du récit s'échappait. Quand le film triompha, beaucoup imaginèrent que Redford et Hoffman deviendraient le nouveau grand duo d'Hollywood. Mais Redford avait déjà pris sa décision. Des années plus tard, lorsqu'on lui demanda pourquoi ils n'avaient plus jamais travaillé ensemble, sa réponse fut brève mais lourde de sens, « Une fois suffit ». Cette simple phrase contenait tout le poids des improvisations, des interruptions et du manque de discipline qu'il avait enduré. 4 Jane Fonda, des problèmes avec les femmes, le mur du froid. À l'écran, Robert Redford et Jane Fonda semblaient parfaitement assortis.
De Barefoot in the Park à Or Soul at Night, leur alchimie paraissait intemporelle. Mais Fonda elle-même brisa l'illusion à Cannes en admettant « Il n'aimait pas embrasser. Il est toujours de mauvaise humeur, et j'ai toujours cru que c'était ma faute. » Leur première collaboration fut professionnelle, mais glaciale. Le film fut un succès, mais en coulisses, Fonda était déjà troublée par sa froideur. Elle avoua des années plus tard qu'elle était amoureuse de lui. Mais Redford garda ses distances, refusant de brouiller les frontières entre fiction et réalité. Pour Redford, l'ouverture, l'intensité et la persistance de Fonda heurtaient son style réservé et contrôlé. Le problème devint récurrent. Redford considérait l'intimité comme une limite à ne pas franchir. Il contrôlait ce qu'il donnait et ce qu'il retenait, laissant sa partenaire déconcertée. Lorsqu'ils se retrouvèrent pour The Electric Horseman, puis des décennies plus tard pour Or Soul at Night, 2017, le même obstacle subsistait. Ils se raidissaient dans leurs scènes d'amour, posant des limites qui étouffaient la romance, pourtant visible à l'écran. Fonda avoua qu'elle s'était longtemps crue responsable de cette froideur. Ce n'est que lors du dernier tournage, quand Redford arriva avec 3 heures de retard, visiblement irritée, qu'elle réalisa enfin que le problème ne venait pas d'elle, mais de son problème relationnel plus profond. Sa remarque cinglante à Cannes résumait des décennies de tension, « C'est une très bonne personne. Il a juste un problème avec les femmes. » Redford n'a jamais pardonné que son partenaire ait mis en lumière son manque d'engagement émotionnel. 5. Gene Hackman, le marteau-pilon, l'insouciance arrogante. Quand Robert Redford et Gene Hackman se croisèrent pour la première fois sur Downhill Racer en 1969, l'association semblait prometteuse. Mais en coulisses, l'admiration tourna vite au mépris. Redford décrira plus tard Hackman comme un « marteau-pilon dans un magasin de violons ». Hackman de son côté pensait que Redford était un idiot. Le respect mutuel ne survécut pas au tournage. Hackman était imprévisible, brut, explosif, refusant de se plier au rythme de quiconque. Redford, partisan de la collaboration, y voyait du chaos. La passion de Redford pour le projet ne fit qu'aggraver la situation. Juste avant le tournage, il se blessa gravement au genou, mais insista pour exécuter lui-même des cascades dangereuses. Hackman entra dans une rage noire. « Est-ce que cet idiot connaît les clauses d'assurance » fulmina-t-il. « S'il se plante, on remballe tous et on rentre à la maison. » Pour Hackman, ce n'était pas de la passion artistique, mais de l'inconscience et de l'arrogance de star qui mettaient en péril l'emploi de toute l'équipe. Le point de rupture arriva lors d'une scène émotionnelle cruciale. Hackman, mécontent d'un éclairage, s'enferma dans sa caravane et refusa de sortir. Finalement, Redford se rendit à la caravane, ouvrit la porte, devant tout le monde, lui lança « Ce n'est pas ton film, Gene, c'est un travail d'équipe. Tu viens jouer ou tu dégages. » Hackman finit par se présenter, mais il ne pardonna jamais l'humiliation. Dès lors, leur relation fut morte. 6. Barbra Streisand, la lutte pour le profil, éclipsée par l'égonomie. Sur le papier, Nos plus belles années, The Way We Were, 1973, avaient tout pour être parfait. Robert Redford face à Barbra Streisand, l'actrice-chanteuse inarrêtable. Mais pour Redford, travailler avec Streisand fut l'une des expériences les plus épuisantes de sa carrière, et une qu'il ne répéta jamais. Dès le début, Redford résista. Le réalisateur Sidney Pollack dut passer 8 mois à le convaincre, car Redford craignait que sa réputation de personne très contrôlante ne gâche le film. Sa crainte n'était pas infondée. Streisand finit bel et bien par chanter le thème principal qui éclipsa la performance et devint iconique. Leurs affrontements devinrent légendaires. Les deux stars exigeaient d'être filmés de leur bon profil, le gauche, obligeant le chef opérateur à inventer des placements de caméra complexes. La tension se prolongea jusque dans leur scène d'amour. Redford insista pour porter 2 slips de sport superposés afin de se protéger de sa partenaire, tandis que Streisand portait un maillot 2 pièces sous ses vêtements. L'inconfort était flagrant. Redford, d'habitude calme, perdit patience face à la domination de Streisand. Un jour, il se moqua d'elle en plein tournage, tournant son visage vers son mauvais profil. Streisand se figea, humiliée. À la sortie du film, ce fut un raz-de-marée. Streisand récolta l'essentiel des éloges avec une nomination à l'Oscar. Redford fut ostensiblement ignoré. Les critiques soulignèrent que son Hubel paraissait fade et sous-développé à côté de la fougueuse Cathy de Streisand. Pour Redford, ce fut une humiliation. Il avait enduré des mois de tension pour finir éclipsé par sa partenaire. Quand l'idée d'une suite fut évoquée, il coupa court immédiatement. C'est l'acteur hébergé par l'ego, le baratin pur.
Le dernier acteur sur la liste de Robert Redford n'était pas une personne, mais un type d'acteur. Pour Redford, la plus grande maladie d'Hollywood n'était ni l'argent ni la célébrité, c'était l'ego. L'objet de la haine, le genre d'acteur qu'il détestait le plus, c'était celui qui transformait chaque projet en un hôtel dédié à sa propre gloire, avec son nom placardé au-dessus du titre, comme si l'histoire, le réalisateur et l'équipe n'étaient que secondaires. Pour lui, ce n'était rien d'autre que du baratin, de l'ego pur, du piston d'agent. Le contraste, Redford, bien que beau et charismatique, s'est révolté contre ce système. Il voulait disparaître dans Jeremiah Johnson, pas être vendu comme l'idole du box-office. La corruption, ce qui l'exaspérait, c'était de voir des acteurs utiliser leur influence pour se placer au-dessus du film. Il considérait ces pratiques comme Hollywood dans ce qu'il avait de plus corrompu, le cinéma transformé en vitrine d'ego au lieu d'un espace de vérité. Voilà pourquoi, quand Redford nomma les acteurs qu'il haïssait, ce n'était pas seulement personnel, c'était philosophique. Il détestait ceux qui placèrent leur ego avant le cinéma. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces rancunes étaient-elles justifiées ou bien étaient-elles qu'une autre manifestation de l'ego d'Hollywood? Laissez un commentaire et n'oubliez pas d'aimer et de partager pour découvrir d'autres histoires qui révèlent les rivalités les plus sombres de l'industrie.